Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Vraiment, le fait de pouvoir être une communauté de bénévoles, de se motiver, de trouver des outils pour justement développer sa confiance en soi, d'avoir des mentors, ça permet vraiment de se sentir plus légitime et du coup d'aller au bout de ses projets et de ses rêves. Dans cet épisode, j'accueille Atika Trabelski. En plus de son rôle en tant que chargée de communication chez H-Market, Atika est engagée sur les questions de féminisme et d'antiracisme. Atika nous raconte les difficultés de son parcours, dans lequel se reconnaîtront de nombreuses femmes musulmanes, et nous explique comment elle a fait pour rebondir. Cette femme-là, elle a été un élément moteur en fait dans la vie de celui qui est pour nous un modèle aujourd'hui. Et pour moi, cette femme-ci, intrinsèquement, qui a permis d'alimenter ce modèle, est mon modèle. Mais sur tous les niveaux, sur le niveau spirituel, sur le niveau religieux, sur le niveau c'était une businesswoman quoi. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Atika. Comme Salem. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Et toi? Ça va très très bien, écoute. Je suis très content de t'avoir sur le podcast. Eh bien, je suis aussi ravie d'être reçue pour répondre à tes petites questions. Pour commencer, est-ce que tu pourrais dire un maximum sur toi en 30 secondes? 30 secondes. Donc moi, je m'appelle Atika, j'ai aujourd'hui 27 ans. Et puis pour résumer un petit peu en 30 secondes qui je suis engagée sur les questions de féminisme et d'antiracisme. Et puis je suis, on va dire, entrepreneuse, notamment dans les milieux de la communication, du marketing, ce qui m'a poussée aujourd'hui à travailler dans ces milieux-ci. Qu'en dire de plus? Peut-être à insister davantage sur le fait que je suis une femme, je suis musulmane, je suis française et maghrébine également. Tout ça compose mon identité, mes identités, j'ai envie de dire, et m'a poussée à m'engager sur tous les sujets évoqués précédemment. Alors actuellement, tu travailles chez H-Market. Est-ce que tu peux décrire c'est quoi cette compagnie? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, oui, aujourd'hui, je travaille chez H-Market. H-Market, c'est un groupe de supermarchés en Île-de-France, axé autour de 3 idées fortes. Leur vision, c'est un peu de repositionner le marché de l'alimentaire autour d'un triptyque, qui est le triptyque prix imbattable, qualité de produits et engagement social, puisqu'ils sont très engagés sur le volet social et notamment auprès des associations sur les territoires où ils sont implantés. Aujourd'hui, je suis responsable communication marketing au sein de ce groupe. Et puis, c'est vraiment un groupe qui a une éthique forte, j'ai envie de dire, et dans lesquelles je me suis retrouvée et dont je suis fière d'appartenir. Ça se passe bien en termes de croissance? Oui, bien entendu, ouais, c'est une entreprise. Alors, pour la décrire, pour vous donner une petite idée, c'est une entreprise qui a aujourd'hui Moi, je suis arrivée il y a 2 ans maintenant. À l'époque, on était un peu plus de 200 salariés. Aujourd'hui, on est 600 en Île-de-France. Donc oui, c'est un groupe qui a une très belle croissance et qui est porté par ses valeurs. Et c'est vraiment ça qui fait que on a ce sentiment d'appartenance, et notamment pour les clients. C'est vraiment disons que c'est un groupe qui répond à, j'ai envie de dire, un besoin sociétal, dans le sens où les produits sont vraiment accessibles et de grande qualité, et on se retrouve avec généralement un panier moyen qui permet de répondre à des questions sociales et qui va permettre à toutes ces personnes qui n'auraient pas la possibilité de base de s'offrir des produits de qualité assez précis, de pouvoir le faire. Donc il y a un vrai volet militant, j'ai envie de dire, derrière. Pour te donner un petit exemple, typiquement, on va pouvoir offrir des produits tels que je veux dire tout. J'ai une histoire que j'aime beaucoup et qu'on m'a racontée quand je suis arrivée. C'est un peu l'histoire de se dire, en tant que jeune, notamment issu de l'immigration, on avait tous nos petits goûters à l'école où on avait le goûter un petit peu, le goûter de la Hesse qu'on n'osait pas trop sortir de nos poches. Et on avait toujours ce pote, cet ami qui avait un super goûter. C'était le fils de papa-maman. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de se dire que grâce au modèle de H-Market, n'importe quel enfant, peu importe son appartenance sociale, cet enfant, en fait, il pourra effectivement avoir les mêmes biens alimentaires, disons, que Donc, l'idée, c'est vraiment de venir lisser un peu les inégalités sociales dans le milieu de l'alimentaire et permettre à chacun et chacune de s'alimenter
de pouvoir consommer des produits de qualité à prix juste. Tu m'as parlé des goûters là. Ça m'a rappelé des souvenirs de brioche avec des carrés de chocolat. Je sais pas si C'est ça. ça m'a directement rappelé ça. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment l'histoire que me raconte le fondateur. En fait, il me disait, en fait, nous, quand on était jeunes, on avait toujours un peu on sortait notre goûter, mais tu avais ton pote à côté qui avait le petit lu, petit ourson au chocolat tout mignon. Et toi, tu sortais ton goûter, mais bon, c'est ton goûter de pauvre, quoi. L'aluminium. C'est ça, c'était flagrant. Ben voilà, aujourd'hui, si tu arrives chez H-Market, tu vas acheter tes goûters, que ce soit ton Lu, ton Kit Kat, au lieu de le payer 3 euros, tu vas le payer 50 centimes. Sauf que personne ne le saura et au moins, on va lisser les inégalités sociales sur ce volet-ci. Et j'ai trouvé cette histoire très parlante puisque je me suis reconnue. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous s'y reconnaissent. Donc, c'est un vrai projet. Alors oui, c'est une entreprise et il y a un volet business, mais il y a de vraies valeurs. Et les deux fondateurs sont vraiment des personnes qui ont le cœur sur la main, parce que, comme je te le disais, on a un volet associatif qui est très développé, avec un peu plus de 150 associations soutenues et plus de 350 000 € de dons chaque année réalisés, quoi. Donc, c'est pas rien. C'est cool. Je connaissais pas la compagnie avant de voir ton profil, l'entreprise, mais c'est super intéressant. Du coup, pour en revenir un peu sur ton parcours et voir comment tu en es arrivé là et voir aussi tes autres engagements, tu as fait un master en géopolitique à l'ENS. Je vois dans ton expérience, parce que je suis sur LinkedIn, tu as fait aussi un master en échange européen et relations internationales. Oui. Et tu as eu une petite expérience aussi à HEC. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours scolaire, enfin ton parcours académique, et qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez H-Market? Et en même temps, du coup, on parlera de tes autres expériences. Ok, alors pour résumer, oui, donc j'ai commencé en fait, donc moi j'ai grandi en Bourgogne, donc j'ai débarqué fraîchement à Paris à l'âge de 17 ans pour mes études. Donc j'ai fait une licence de sociologie, d'histoire et d'arabe, donc à la Sorbonne dans un premier temps. Et j'ai eu, pour moi, ça a été de très belles années et c'est des années où j'ai rencontré aussi des personnes qui ont un peu, on va dire, façonné ma vie et celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, durant mon diplôme universitaire d'arabe, de rencontrer Sarah Zouak, la fondatrice de la Lab. Et à la suite de ça, donc quand j'étais en master, donc j'ai fait un master relations internationales et géopolitique, et j'avais pour ambition, disons, de faire de travailler dans la diplomatie. Mais bon, on y reviendra. J'avais oublié un petit détail. Quand on est une femme musulmane issue de l'immigration, c'est pas une évidence. Et quand on porte un voile, encore moins. Donc oui, j'avais vraiment, c'était vraiment des domaines qui me plaisaient, les domaines de la diplomatie et des relations internationales. Et c'est notamment durant ces masters que j'ai aussi découvert, on va dire, un petit peu le leitmotiv de ma vie, à savoir les questions de féminisme. J'avais, notamment durant mon master d'études européennes et de relations internationales, une dimension une dimension axée féminisme. Et c'est vraiment là que j'ai découvert en fait que le féminisme pouvait être inclusif et pouvait s'adresser à l'ensemble des femmes et qu'on n'était pas forcément que sur un féminisme assez mainstream qui s'adresse aux femmes blanches. J'ai découvert le féminisme islamique, j'ai découvert l'afroféminisme et ça a vraiment, d'un point de vue engagement, ça m'a fait me repositionner en me disant que en fait, on peut être à l'intersection de différentes discriminations. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience que j'étais à la fois une femme musulmane, voilée, arabe, et que tout ça, en réalité, faisait que mon parcours était plus complexe, en réalité, que certains et certaines parmi nous. Et donc, je me suis engagée sur ce volet du féminisme. Et puis, de fil en aiguille, je continue mes engagements. Je rejoins. Je rencontre les incroyables Sarah Zouak, Justine de Vilaine et Laura Lardy. Et ensemble, on cofonde cette association, la Lab. Cette association qui a pour but de lutter contre les discriminations auxquelles font face les femmes musulmanes dans la société. Et notamment de se dire, OK, ensemble, on va en fait produire un environnement, des outils pour permettre à chaque femme musulmane de définir son parcours de vie
et justement de faire face à ces discriminations. Et en même temps, on va essayer de challenger la société et faire un petit peu de plaidoyer pour que ces questions soient traitées avec plus de justice et d'égalité, disons. Hmm. Et du coup, ça, c'est venu juste après ton expérience académique, enfin, juste après ton master, les masters que tu as pu faire. Alors, en fait, pour revenir un petit peu sur la chronologie, Ouais. alors en master, j'étais également engagée, on va dire même dès ma licence, quand je suis arrivée à Paris, je me suis engagée très jeune dans le milieu associatif. Je me suis engagée à l'âge de 16 ans, d'abord sur des questions d'éducation populaire. C'était la rencontre, on va dire, avec les écrits de Pierre Bourdieu qui m'avaient vraiment marqué, notamment prendre conscience des notions d'habitus, de violence symbolique. C'était des choses que, en tant que lycéenne, je vivais, mais que je ne savais pas expliquer. Et puis, en rencontrant, on va dire, Pierre Bourdieu et les lectures qu'il nous a offertes, j'ai vraiment pris conscience un petit peu et j'étais en mesure d'expliquer pourquoi, oui, mon parcours me paraissait plus complexe. Pourquoi, parfois, je me sentais attaquée ou je me sentais mal à l'aise quand certaines personnes parlaient d'un sujet dont je ne maîtrisais pas nécessairement. Et Hmm. donc, je me suis… Qu'est-ce qu'il dit, Pierre Bourdieu? Enfin, c'est un sociologue, oui, mais je le connais pas tellement. ouais, d'accord, on va revenir dessus. Donc, Pierre Bourdieu, en fait, il explique qu'on a tous et tout un habitus. Donc, dès notre plus tendre enfance, on est un petit peu… en fait, on est conditionné par l'éducation qu'on va recevoir, par la manière dont les autres vont nous percevoir aussi. Donc, il explique Hmm. qu'on a un capital qui va être un capital culturel qui nous est donné, un capital social, un capital économique, et que tout ça, en réalité, font qu'on a une place spécifique ou non, d'ailleurs, dans la société qui est la nôtre. D'accord. Mais c'est des écrits qui sont très accessibles et qui, moi, en tant que lycéenne, m'ont beaucoup marqué. Et sur la notion de violence symbolique, c'est tout simplement d'expliquer que on a certaines cultures qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas, mais ça reste de la culture. Typiquement, la culture, je sais pas, la culture hip-hop, ça reste une culture, mais aujourd'hui, elle n'est pas légitime. C'est-à-dire que c'est pas cette culture qui va nous permettre de briller en société ou de briller lors de concours. Et donc, du coup, intrinsèquement, on va faire face à des violences lorsque typiquement on va être dans des milieux qui ne sont pas les nôtres. Un simple échange d'une personne qui va parler de ses passions ou autre peut être malaisant si on n'est pas là où on nous attendait. Et Hmm. donc en fait tout ça c'est des mots qui m'ont permis de comprendre un peu le malaise qui pouvait être le mien et celui de nombreux jeunes. Oui, tu as Et pu donc comprendre du coup que ça venait pas forcément de toi, c'est le en fait contexte parfois qui je parle. pense exactement, en fait parfois on ressent des choses, mais on est en incapacité de les formuler et de les expliquer avec des mots. Hmm. Et donc, on a des personnes qui nous ont précédés et qui ont étudié ces sujets et qui, d'un coup, en fait, on tombe sur leurs écrits et on se dit waouh, en fait, ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, j'arrivais pas à l'expliquer, je le sentais, je le vivais, mais c'était très difficile de poser des mots dessus. Hmm. Donc voilà, donc ma rencontre avec Pierre Bourdieu, elle m'a façonnée. Et donc, quand je suis arrivée sur Paris à l'âge de 17 ans, donc j'ai rejoint une association qui s'appelait Solide Ascension. C'est une association qui avait pour but de montrer aux jeunes issus de quartiers populaires que le champ des possibles, il est bien plus grand que ce que l'on pense. Et donc, on faisait de l'accompagnement scolaire, du mentoring. On Hmm. faisait également des sorties culturelles. L'idée, c'était vraiment de leur apporter toute cette dimension-là et de leur faire prendre conscience qu'on a un champ des possibles qui est immense au sein de notre société et que c'est à nous de nous en emparer. Donc, pour t'expliquer aussi, donc, un an après, donc, je passe présidente. Donc, j'ai été secrétaire, puis vice-présidente, puis présidente de cette association. D'accord. Et on a participé au 8e forum de la jeunesse de l'UNESCO. Donc, c'était un forum mondial. Et un truc de malade, donc on remporte ce forum à l'échelle européenne et puis on développe l'association dans 7 autres pays. Donc ça, c'était juste une expérience qui a été très marquante dans ma vie. Je commence à rentrer dans les rouages, on va dire, de la diplomatie. Je suis chargée de projet sur ce projet-ci pour l'UNESCO. Hmm. J'échange avec des jeunes du monde entier pour pouvoir adapter le modèle
En fait, on a imaginé un programme de formation et un modèle, mais l'idée, c'était que les jeunes, en fait, on avait des jeunes qui étaient sélectionnés dans chaque pays, que eux soient accompagnés par nos équipes en France pour développer l'association, mais qui répondent aux besoins de leur pays. D'accord. Donc bref, c'était une excellente expérience. Et sur ce même chemin, donc du coup, en avançant dans ce volet-ci, je découvre l'ESS, l'entrepreneuriat social et solidaire, notamment Make Sense, l'association Make Sense pour qui je deviens bénévole en parallèle, et Ticket for Change. Donc, j'envoie ma candidature à Ticket for Change. Donc, Ticket for Change, c'est un programme qui sélectionne une cinquantaine de jeunes dans toute la France pour être accompagnés sur une année. Pour mettre en place du coup leur entreprise sociale. Et du coup, c'est un peu un truc de fou parce que c'est un peu la Star Academy des entrepreneurs sociaux. On part pendant 15 jours dans un bus, on parcourt la France, on se rencontre les entrepreneurs sociaux. Enfin, typiquement, voilà, je rencontre Emmanuel Faber, DG de Danone. Enfin, c'est un truc, c'est pareil, c'est une expérience incroyable et tout ça mis à bout. L'éducation populaire, l'entrepreneuriat social. Ben, je continue mon bout de chemin et puis du coup je suis accompagnée par Ticket for Change et je crée mon entreprise donc, qui s'appelle Phase Online où l'objectif est de créer de l'emploi en valorisant l'artisanat. On commence au Maroc et franchement ça marche super bien, c'est top. Et puis là on a quelques difficultés avec nos artisans, notamment un des dirigeants, on va dire, de nos ateliers qui tombent très malades et qui, du coup, met en suspens l'activité. Donc là, c'est un peu vous plus… vendiez depuis le Maroc pour la c'est France. ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et avec moi et mon mari, donc c'était un projet avec mon mari, on est basé en France, donc difficile à gérer, sachant que tous les deux, en fait, en même temps, on travaille à plein temps. Donc difficile à gérer. Voilà. Et en même temps, donc là, pour t'expliquer, c'est ça, c'est ça qui est fabuleux, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat et dans le milieu du militantisme, c'est qu'on est sur des chemins croisés, mais chaque chemin a son sens et chaque rencontre ne se fait pas par hasard. Donc voilà, Sarah, je la rencontre Sarah Zouak. Du coup, on en arrive à la question du féminisme qui devient prédominante et qui restera prédominante dans ma vie et qui, pour moi, regroupera en fait l'ensemble des sujets précédents, à savoir l'éducation populaire et également l'entrepreneuriat social. Donc, c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années d'engagement. Je rencontre Sarah. Sarah, je la rencontre à la fois, donc pour te dire à quel point c'est une destinée, je la rencontre à la fois durant mes études en diplôme universitaire d'arabe. Mais bon, on est assez nombreux et nombreuses, donc on se croise, mais on n'a jamais réellement l'occasion de discuter. Donc on voit, enfin, disons qu'on se connaît sans se connaître. Et puis je la recroise encore chez Make Sense, où là, en fait, j'apprends qu'elle est en train de créer un tour du monde pour aller à la rencontre de femmes musulmanes inspirantes. Donc autant te dire qu'on se voyait en cours, mais c'est dans l'engagement social à travers Make Sense qu'on se retrouve et qu'on se rend compte que finalement on a des choses en commun et des choses à partager. Et puis c'est de là que naît cette belle histoire d'amitié, j'ai envie de dire, et puis cette belle histoire d'engagement. Donc là, LAB, c'est une association féministe et antiraciste. Oui. Créée, donc là, je lis la description, hein, j'invente rien. Créée pour lutter contre les préjugés sur les femmes musulmanes et inspirer toutes les femmes à être actrices de leur propre vie. Qu'est-ce que tu veux dire par féministe? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que parfois les gens ont différentes définitions de féminisme. C'est quoi le féminisme pour vous? Ouais, alors ce qui est super intéressant dans ta question, c'est que, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas une évidence que de se, entre guillemets, proclamer féministe. Pour moi, ça a été un long parcours et pendant longtemps, j'ai même refusé cette notion et je la rejetais en disant, ouais, c'est un truc, voilà, c'est souvent, moi, en fait, le féminisme, il a été utilisé pour nier mes droits, quoi. À l'époque, quand j'étais plus jeune, pour moi, en fait, quand j'entendais les féministes, entre guillemets, mainstream et blanches parler à la télé ou autre, c'était souvent pour mettre des tacles à ma mère, qui était une femme voilée, ou tout simplement pour parler des questions d'égalité salariale qui, en réalité, on se rend compte que c'est pas une évidence pour tous, parce que quand on est une femme, par exemple une femme de ménage noire ou voilée, ou quand on travaille dans les métiers de la santé, du care,
en réalité, les inégalités salariales sont encore plus grandes que ce dont on nous parle. Donc, il y a encore en réalité, au sein même de sujets d'inégalité salariale, une différence entre des femmes blanches qui seraient cadres et le reste de la population. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas forcément fait pour moi. Et puis, comme je te disais, c'est vraiment en master. J'avais un TD spécifique vraiment sur les questions de féminisme. Et j'ai une prof qui était incroyable, qui vraiment m'a fait prendre conscience de la dimension du féminisme et de ce qu'était le féminisme. Donc, j'ai lu les écrits de Angela Davis, les écrits de femmes comme Kimberly Crenshaw qui nous expliquent qu'on est à l'intersection de différentes discriminations. Donc, on ne peut pas en fait partir du principe qu'on vit toutes et tous les mêmes difficultés. Et en fait, là, je me suis dit waouh. Et du coup, pour moi, là, j'ai pris conscience que le féminisme, c'est de permettre à chaque femme, et vraiment toutes les femmes, d'être respectées et de pouvoir réclamer plus d'égalité, de justice et d'équité. Mais surtout, pour nous, chez la Lab, le féminisme, c'est de permettre à chaque femme de vivre pleinement ses identités sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée, que ce soit en raison de son genre, de son physique, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses. Et vraiment, c'est de se dire, en fait, ça concerne toutes les femmes. Et pour que ça concerne toutes les femmes, il faut bien prendre conscience que en tant que femme, on n'est pas toutes discriminées de la même manière. Donc, pour moi, le féminisme, c'est effectivement lutter pour l'égalité homme-femme, mais également pour l'égalité entre femmes. Donc, et c'est là vraiment que j'ai pris conscience de la puissance et de la dimension de ce qu'était le féminisme et que j'ai vraiment commencé à me dire, en fait, il y a peut-être un travail à faire. Cette notion, elle nous appartient. Et de se la réapproprier en disant je suis féministe et en fait ma perception du féminisme est la suivante, ça permet de se réapproprier aussi des concepts qui nous appartiennent aussi et qui peuvent faire valoir nos droits et justement nous permettre d'avoir de réclamer davantage d'égalité et réclamer une dignité qui parfois peut être piétinée en tant que femme musulmane en France. Et du coup, c'est quoi les actions qui peuvent être menées en tout cas pour défendre ces droits-là? Alors, les actions qui peuvent être menées pour ces droits-là, alors chez la Lab, on a un gros volet qui est un volet formation qui vise justement à donner un petit peu, produire des outils et des ressources pour les femmes musulmanes pour qu'elles puissent être justement en capacité de connaître leurs droits et aussi du coup de développer leur pouvoir d'agir, de prendre confiance en elles, etc. On a tout un volet de sensibilisation où on se dit on a aussi un travail à faire pour sensibiliser et aller, on va dire, déconstruire les préjugés au sein de la société. Donc, on peut faire des conférences, on peut faire typiquement, on a chaque année un grand festival qui est le Lab Birthday où on sensibilise sur ces sujets-là. On va avoir des projections documentaires notamment qui ont été réalisées par les filles et on fait des tournées en France pour sensibiliser. On fait du plaidoyer sur le volet institutionnel. Donc, on intervient typiquement, ça peut être à l'ONU, ça peut être à la Commission européenne, pour interpeller sur les questions notamment de discrimination à l'égard des femmes musulmanes en France. Donc, il y a une dimension qui est à la fois nationale, une dimension qui peut être beaucoup plus locale quand on s'adresse à des femmes et qu'on tend à les accompagner, et une dimension qui se veut plus internationale quand on veut mettre la France face à ses responsabilités. D'accord. Du coup, vous avez pu remarquer des améliorations, des changements dus à votre action. C'était quoi les changements? Alors, le premier changement qui est radical, c'est celui. En fait, on dit en fait les bénévoles qui sont chez la Lab sont des lalas. Donc, en fait, le premier changement que l'on voit, c'est le changement chez les lalas qui prennent conscience en fait que oui, elles peuvent, oui, on peut aller au bout de nos rêves. Et en fait, ce genre d'histoire, on en a plein, des filles qui arrivaient, qui parce que en fait, quand on vit en France, c'est pas toujours facile de vivre en adéquation sa foi et puis ses choix professionnels, personnels et autres. C'est des filles qui se disaient, en fait, c'est super difficile. Et puis quand elles sont arrivées chez la Lab,
Vraiment, le fait de pouvoir être une communauté de bénévoles, de se motiver, de trouver des outils pour justement développer sa confiance en soi, d'avoir des mentors, ça permet vraiment de se sentir plus légitime et du coup d'aller au bout de ses projets et de ses rêves. Donc ça, c'est vraiment le premier changement qu'on a vu. On a vu des transformations chez certaines bénévoles qui étaient juste admirables et qui nous donnent la conviction que ce qu'on fait quotidiennement permet justement aux femmes musulmanes d'aller au bout de leur projet. Après, sur le volet sensibilisation, on se rend compte aussi que dans les premières années, c'était très difficile d'un point de vue féminisme parce qu'on avait pas mal d'associations qui étaient déjà très ancrées, des associations féministes un peu plus mainstream qui avaient du mal à comprendre qu'on pouvait être féministe et musulmane, féministe et voilée, qui aujourd'hui sont des alliés, comprennent tout à fait notre combat, prennent conscience qu'en réalité, elles ont été archi-discriminantes et en fait qu'elles avaient un discours qui allait à l'encontre, en réalité même de leur entre guillemets combat pour les femmes. Donc aujourd'hui, on a réussi à créer des alliances avec certaines autres associations qui a priori qui n'étaient pas favorables, disons, et qui ne percevaient pas la possibilité d'être à la fois féministe et musulmane. Aujourd'hui, c'est une évidence pour elles. Et donc ça, c'est aussi pour nous de se dire qu'on crée des alliances sur le long terme qui vont nous permettre justement de faire entendre nos voix et faire valoir, de nous réapproprier nos récits aussi. C'est une grande chose. Et enfin, sur le volet… Exactement. Tu me diras après quel type d'association. Je laisse terminer d'abord. Ouais. Et enfin, sur le volet un peu plus international, aujourd'hui, on est une association qui est tout à fait légitime puisqu'on est consulté, comme je te le disais, typiquement quand on a des sujets sur le volet du racisme ou de la lutte contre les discriminations, on va être audité par la Commission européenne, par l'ONU, par l'UNESCO. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, on a aussi les femmes musulmanes et notamment nos droits en tant que femmes musulmanes, aujourd'hui, sont pris en compte, disons, du moins sont entendus. Et après, c'est un travail qui est un travail de longue haleine sur le long terme pour justement que en France et que d'un point de vue institutionnel, on ait justement un peu moins disons que nos politiques et nos institutionnels soient un peu plus sensibilisés sur le sujet et arrêtent de stigmatiser quotidiennement. Mais disons que c'est déjà un peu mieux parce qu'on a fait un test avec les filles et on trouve ça assez… il y a 4 ans, quand on tapait femmes musulmanes sur la barre de recherche Google, en fait, on voyait que l'iconographie pour représenter les femmes musulmanes, c'était essentiellement les femmes musulmanes. En fait, il n'y avait qu'une typologie de femmes musulmanes qui existe. Et quand bien même, je veux dire, ce n'est pas problématique, mais c'était essentiellement des femmes musulmanes avec un voile noir ou alors en burqa. Nous, notre combat chez la Lab, c'est de montrer que les femmes musulmanes sont plurielles et que chaque femme musulmane fait ses propres choix de vie. Donc, partir du principe, quand on tape femme musulmane, qu'on ait une icographie qui soit unique et qu'on soit représenté comme une sorte de bloc monolithique, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Quand on tape femme musulmane, on va avoir une icographie qui va être un peu plus large. Donc, c'est que les choses avancent et que les choses avancent dans le bon sens pour justement reconnaître la pluralité des femmes musulmanes, notamment dans notre société. Ouais, j'ai tapé femme musulmane et effectivement, c'est assez pluriel comme image maintenant, beaucoup de couleurs. Il y a plus de couleurs. Ouais. J'allais te demander, oui, les types d'associations avec lesquelles vous faites alliance, c'est l'association pas forcément musulmane, pas forcément avec que des musulmanes. Non, bien sûr que non. Là, nous, maintenant, en plus, et c'est pas forcément que des associations féministes. Tout l'enjeu pour nous était de dire, l'objectif, c'est de… Nous, on se positionne comme étant une association intersectionnelle. On part du principe que nous, notre féminisme, il est intersectionnel. Donc, en tant que femme, on fait face à plusieurs discriminations. Donc, on travaille aussi sur les questions de validisme, sur les questions de grossophobie, sur les questions de genre. Et donc, on crée des alliances avec un grand nombre de partenaires associatifs qui, justement, l'idée, c'est de se dire, nous, on est là aussi pour faire entendre leur voix. Et plus les alliances sont fortes, plus nos voix sont entendues et plus on est et plus en fait plus nos forces le sont également. Donc c'est de se dire, voilà, nous en tant que femmes musulmanes, on est discriminées.
Il y a d'autres aussi, d'autres. Typiquement, on travaille beaucoup sur le sujet de l'afroféminisme. Donc, les femmes noires qui ne sont pas nécessairement musulmanes sont aussi très discriminées. Et donc, du coup, on travaille énormément ensemble. Je pense aussi aux questions, comme je disais, de validisme. Les femmes qui ont un handicap visible ou non, sont aussi, aujourd'hui, c'est difficile. Et donc, du coup, de créer des forces communes, c'est de se dire, en fait, on va répondre en faisant ce genre de choses aux besoins des femmes musulmanes, mais en tant que femme musulmane, on peut très bien aussi être touché par, on peut être une femme musulmane qui est en situation de handicap. Donc, de créer des ponts avec ces associations, c'est aussi offrir encore plus de possibilités plus de possibilités notamment à nos bénévoles et permettre de se déconstruire sur un grand nombre de sujets et de se dire, en fait, peut-être que pour faire face à moins de discrimination, si on accepte et si on soutient justement à toutes les personnes qui sont discriminées au sein de cette société, notre combat sera aussi plus facilement, plus facilement défendable. Ouais, ça, L'idée, c'est de créer des alliances, que chacun ça et rejoint un chacune peu ce soit que tu entendu. disais plus tôt, comme quoi on est à l'intersection de plusieurs discriminations et du coup, si on est une Exactement. femme, si on se met à défendre que les femmes musulmanes, maghrébines, qui socialement ont des discriminations en emploi, ça sera Mais trop local en fait. ça sera trop l'école et ça manquera de cohérence. D'un point de vue militant, quand on est militant, on l'est, disons, nous, chez la Lab, on est très clair. Notre association vise à défendre toutes les femmes. Ce n'est pas parce qu'on se positionne sur le volet des femmes musulmanes qu'on ne défend pas toutes les autres femmes. Et se dire, et c'est ça qui est important pour nous, aujourd'hui, les femmes musulmanes font partie des femmes les plus discriminées en France. Donc, intrinsèquement, prendre position pour les femmes musulmanes, c'est prendre position pour toutes les femmes. Puisque quand on fait face à tant de discrimination, en réalité, j'ai envie de dire, en tant que femme non musulmane, on a des problématiques qui sont, on a des problématiques qui sont communes entre femmes et des problématiques qui sont spécifiques selon nos conditions, j'ai envie de dire. Donc, il faut bien prendre conscience de ça et de se dire qu'en tant que femme, on a des combats qui sont communs et des combats qui sont plus spécifiques selon qui on est, où on vit et d'où on vient, quoi. D'accord, super. Maintenant, tu es coprésidente de la Lab. Alors, j'ai été présidente pendant 2 ans D'accord. de la Lab. Aujourd'hui, je suis plus au bureau, mais je suis cofondatrice de l'association. Donc, je suis je suis très proche des filles et je suis encore impliquée au sein de l'association. Mais je fais plus partie du bureau comme j'ai pu en faire partie à l'époque. Parce qu'on est convaincu aussi que il y a un moment, pour que les choses avancent, il faut aussi savoir passer le témoin à celles qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, les présidentes sont Paya Ndei, qui a été aussi bénévole de l'association, et notamment nos vice-présidentes sont Oumelker qui était une bénévole de longue date, et Fatima, Fatima est une bénévole qui est là depuis les premiers jours. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire il faut un petit peu de nouveauté et de fraîcheur pour permettre à l'association de se développer encore plus, on l'espère, Inch'Allah, et de permettre de faire valoir nos droits de la meilleure des manières. Donc maintenant, actuellement, c'est quoi tes responsabilités? Je sais que tu es très impliqué avec un autre projet qui s'appelle Power Stories. Oui. Alors, effectivement, ça, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, ce projet, il est né un peu, on va dire, d'une frustration qui était la suivante, c'était de me dire, effectivement, avec la Lab, j'ai beaucoup milité sur faire valoir les droits des femmes et notamment des femmes musulmanes au sein de la société française. Et en fait, pendant longtemps, j'ai pas osé le faire, mais pour moi, il y avait un sujet qui était aussi primordial en tant que femme musulmane, c'était le sujet de nos droits en intracommunautaire, donc au sein de la communauté musulmane. J'ai longtemps hésité à le faire parce que j'avais peur en fait que ce message-ci soit instrumentalisé à des fins islamophobes. Parce que on le voit, c'est très facile de dire vous militez pour les droits des femmes musulmanes au sein de la société, mais vous êtes la preuve, vous êtes vous-même en train de dire que votre propre communauté, que les hommes au sein de votre communauté entre guillemets sont sexistes. Alors moi, j'avais envie de distinguer vraiment ça, et avant de faire ce travail, c'est vraiment le premier article que j'ai écrit avant de me positionner dessus, c'était de dire attention qu'on ne se trompe pas.
mon discours n'est pas, et notamment le projet de Powerhouse Stories, n'est pas pensé à des fins, pour être instrumentalisé à des fins islamophobes. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'en tant que femme musulmane, nous sommes réellement discriminés au sein de notre société. Et d'un autre côté, que le sexisme est quelque chose d'universel et qu'il n'a pas de religion, pas d'âge, pas de frontières. Aujourd'hui, effectivement, au sein de la communauté musulmane, en tant que femme musulmane, on fait face à… ça peut arriver, on fait face à un sexisme qui est réel et qui mérite d'être nommé et d'être dénoncé pour qu'on puisse avancer et permettre notamment aux femmes musulmanes en intracommunautaire de dire que voilà, on veut plus de justice et d'égalité et d'équité au sein des institutions religieuses. On veut être reconnu aussi en tant que leader de notre communauté et on en a marre en fait que les leaders de notre communauté soient que des hommes. Donc on veut occuper notre place pour justement demain inspirer toute cette génération de jeunes filles et femmes musulmanes qui aujourd'hui n'ont pas forcément de rôle modèle. Donc c'est vraiment ce discours-là. Et donc le Powerhouse Stories, c'est parti d'un… En fait, j'avais intérieurement, pour moi, j'étais dans une période un peu de doute, j'ai envie de dire spirituel, où je me disais, en fait, c'est un truc de malade. En tant que femme musulmane, quand j'en écoutais, et j'ai eu une éducation qui était assez tradie d'un point de vue religieux, on va dire, il y avait quand même pas mal de, entre guillemets, d'interdits. Et j'étais pas challengée en tant que femme musulmane pour être plus inspirante. J'entendais souvent, oui, c'est bien d'être disquette, et tout ça sur des notions. On instrumentalisait certaines notions telles la pudeur, ce genre de choses, pour justement nous dire en gros restez à votre place. Mais une fois de plus, je tiens bien à le dissocier. Tout ça, pour moi, dans mon esprit, n'est pas intrinsèquement lié à l'islam, mais davantage à l'interprétation que certains et certaines en font. Donc pour justement un peu on arrivait à quelques semaines du Ramadan et spirituellement j'étais pas au plus haut j'étais pas au plus haut et j'avais justement besoin, on va dire, de me ressourcer. Et donc je me suis dit, il y a forcément des femmes musulmanes qui à travers le temps et qui certainement ont été contemporaines du prophète, donc du coup paix et bénédiction sur lui, qui ont dû exister et en fait qui vont légitimer en fait mon état d'esprit et de me dire qu'en tant que femme musulmane, je peux me permettre. Donc, c'était tout simplement de me dire que si ces femmes musulmanes, elles ont existé, elles ont été inspirantes, elles ont occupé des places et des rôles qui ont été stratégiques, qui ont permis de développer et qui ont contribué à l'essor et au développement de l'islam, en fait, pour moi, c'était le meilleur argument. Et en fait, quid des arguments théologiques qu'on nous balance tout le temps? Parce que si ces femmes, elles ont existé, en fait, ça veut dire qu'on peut. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais, en fait, le projet, c'était de me dire, pendant ce mois de Ramadan, chaque jour, je vais mettre en avant une biographie de femme musulmane, inspirante, très peu connue, ou totalement oubliée ou invisibilisée, pour justement nous offrir ces rôles modèles qu'on n'a pas eu avant. Et en fait, ça a tout de suite pris et ça a été une super belle réussite. Et pour moi, en même temps, ça a été très difficile parce qu'en français, on ne trouve absolument rien. Il n'y a aucune source en français sur le sujet. Super dur de trouver des histoires de femmes musulmanes inspirantes en français. Alors, ça a été un peu une bataille, on va dire. J'ai vraiment fouillé pour trouver ces 30 femmes. Et ça s'est fait essentiellement en anglais, puisque malheureusement, je ne maîtrise pas suffisamment l'arabe pour pouvoir lire et écrire sur ce sujet. Mais en anglais, j'ai vraiment, j'ai commencé à trouver des histoires de femmes qui ont contribué sur des pans incroyables, sur les questions d'éducation, sur les questions de culture, sur les questions politiques, sur les questions religieuses, sur les questions de sciences, d'art, bref, genre juste fabuleux. Et ces 30 histoires, en fait, je me suis rendu compte à quel point elles étaient… ça partait juste d'un besoin personnel et spirituel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin puisque c'est un projet qui a été suivi, qui a été partagé. Et là, je me suis dit, en fait, je peux pas m'arrêter là. J'ai la volonté de produire sur ce sujet et donc d'écrire un livre dans un premier temps. Donc, je suis en train de bosser dessus en ce moment et j'espère pouvoir vous l'offrir prochainement. Inch'Allah, il devrait sortir en novembre si tout se goupille bien.
Donc voilà, donc c'est devenu un peu le sujet qui m'anime et qui m'anime encore en ce moment. Et puis ben, c'est vraiment, comme je disais, c'est un projet qui de base était un projet purement personnel, qui aurait pu peut-être même ne pas être partagé publiquement. Et quand j'ai commencé à en parler avec certaines bénévoles, certaines lalas, elles m'ont dit, mais en fait, je vis la même chose, partage-le. Et ouais, on a besoin de lire ce genre d'histoire, de rôle modèle pour qu'en tant que femme musulmane, on soit inspiré et qu'on se sente légitime et qu'on aille au bout de nos rêves quand certains et certaines nous disent non, tu peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Rien que de connaître ces histoires, on se dit si, on peut et si, je vais Mm. le faire. Quoi. Moi, je trouve que c'est super passionnant ce que tu fais, super intéressant. Et c'est vrai qu'on le ressent, qu'on le ressent même en étant un homme, on voit vraiment que on donne pas vraiment les mêmes chances et les mêmes. On pousse pas autant les hommes et les femmes à faire les mêmes choses. Après, j'ai l'impression parfois que c'est aussi par peur, tu vois, dans la société dans laquelle on vit. Les musulmans déjà se disent, si déjà on arrive à éduquer une fille. C'est super, tu sais, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu la base même de. Enfin, on parlait de sexisme Mm. juste avant et en fait, c'est un peu pour moi, c'est aussi ce genre de discours qui alimente ce genre de fait. Aujourd'hui, effectivement, on vit dans une société qui est patriarcale dans son ensemble, mais dans une société qui est patriarcale dans son ensemble. Et du coup, comme tu disais, est-ce que c'est pas une question de peur? Sans doute que c'est une question de peur. Mais cette peur, elle naît de quoi? Cette peur, elle naît du fait qu'aujourd'hui, on donne, comme tu disais, pas les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes. Et également, c'est ce genre de discours de se dire j'ai peur, donc je vais peut-être pas permettre à ma fille de faire ça, qui va aujourd'hui faire que les femmes, malheureusement, vont se retrouver avec des difficultés renforcées. En réalité, j'ai envie de dire, en tant que femme, on a besoin de quoi? On a besoin euh, on a besoin de plus d'égalité, de plus d'équité. Et pour que cela devienne une réalité, on a aussi besoin qu'un climat, qu'un climat à l'égard des femmes dans nos sociétés, que le climat soit plus favorable. Et quand je dis que le climat, c'est à la fois les relations de respect mutuel entre femmes et hommes, mais également les relations, entre guillemets, de confiance. Aujourd'hui, quand on rabâche quotidiennement aux femmes que c'est plus dangereux, qu'elles ne peuvent pas, tout ça, ça conditionne. Et ces conditionnements, c'est tous ces conditionnements aussi qui font que malheureusement, quand on en arrive aux statistiques, on se rend compte que les femmes sont effectivement davantage discriminées parce qu'on leur dit qu'elles ne peuvent pas, ou on leur dit que c'est trop dangereux, ou on leur dit que tout simplement on leur empêche de faire. Ou tout Et pour moi, simplement, voilà, on les c'était encourage vraiment de se pas. dire, on les encourage pas, mais surtout, il faut se dire qu'en tant que femme, notamment, on est en capacité et à un moment de toujours remettre en question en fait la possibilité ou de remettre en question le travail accompli, eh bien ça vient décréditer, ça vient décribiliser, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est contre tout ça Mm. justement que je milite. Et moi, de mettre en avant ce genre d'histoire, c'est aussi de dire aux femmes, d'inspirer les femmes, mais aussi de rappeler aux hommes qu'il y a un moment, ça suffit, et que des rôles modèles musulmanes, femmes modèles musulmanes, il en existe. Donc, il est temps peut-être de partir du principe qu'en tant que femme musulmane, on peut aussi être des leaders au sein de notre communauté. Mais tout ça, il y a aussi la notion de quand on vient se positionner en tant que femme musulmane, on remet aussi en question les privilèges que certains ont. J'ai envie de dire sur le volet institutionnel, pourquoi on a eu des femmes musulmanes qui ont été figures religieuses, figures politiques. Aujourd'hui, on connaît Ibn Battuta, on connaît l'imam Shafi'i, mais on ne sait pas que c'est une femme qui les a formés d'un point de vue sur l'apprentissage des hadiths, donc sur la jurisprudence. Donc c'est ça que je trouve fabuleux, c'est de se dire, ces femmes-là, elles ont été totalement oubliées, invisibilisées, parfois même décrédibilisées, mais c'est pas sans raison. C'est pas sans raison. Il faut bien comprendre que derrière, il y a des enjeux de pouvoir qui sont réels et que, comme nous sommes dans une société patriarcale, parfois, c'est pas toujours bien vu quand les femmes, justement, aspirent à reprendre davantage de pouvoir et Mm. d'équité. Et donc, moi, je le vois, moi, la première, je le vois avec mon projet. J'ai ce projet qui, pour le coup, paraît être un projet euh, qui devrait être mis en valeur et qui, tout bonnement, en fait, l'objectif, c'est de mettre en avant des femmes musulmanes. Donc, on devrait tous en être satisfaits, y compris les hommes. Et je vois
qu'on vient sur ce projet, et c'est souvent des hommes, me dire ouais, c'est n'importe quoi, en réalité, vous réécrivez l'histoire. Non, je ne réécris pas l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, quand bien même on met en place ce genre de projet, on a toujours des personnes qui voient un danger. Et c'est ça profondément le sexisme, en fait. Et c'est pas juste un mot, c'est de se dire que derrière, il y a des conditionnements et il y a des faits qui font que quotidiennement, en tant que femme, on doit se battre pour faire entendre nos voix et faire valoir nos droits, quoi. Quels sont tes rôles modèles à toi? Mes rôles modèles à moi. Alors du coup, ça va être un peu cliché, mais je vais dire, pour moi, la figure qui m'a marquée et son histoire m'a énormément inspirée. C'est une femme que je connaissais, mais c'est une femme que je n'avais jamais connue sous ce prisme-ci. C'est Khadija. Du coup, pareil, Khadija, la femme, l'épouse du prophète. Du coup, Khadija, quand j'ai écrit sa biographie, je l'ai redécouverte. Parce que Khadija, en fait, moi, quand j'étais jeune, on me la présentait souvent comme oui, Khadija, c'était une commerçante, elle était plus âgée que le prophète, et on me la présentait souvent comme la femme du prophète. Mais Khadija, elle a été bien plus que ça. Pour moi, Khadija, elle a vraiment été celle qui a permis au prophète d'accepter sa destinée. Et elle a été celle, en fait, qui a été pour moi mécène de l'islam, qui a permis à l'islam de se développer durant les premiers temps. Khadija, en fait, pour moi, comment dire, bon, déjà, effectivement, c'était une des plus grandes entrepreneuses de sa région. C'était même la plus grande entrepreneuse de sa région. C'est pas, en tant que femme, il faut aussi se rappeler que c'est une femme qui a eu... en fait, je trouve ça fou parce que c'est une femme, et ça on ne le dit jamais, c'est une femme qui a eu plusieurs mariages avant de se marier avec le prophète. Elle avait aussi des enfants quand elle s'est mariée avec lui, dont 2 enfants. Et je trouve ça assez fascinant parce que je trouve ça marrant pour l'anecdote. C'est elle aussi qui a demandé sa main. Donc, c'est elle qui l'a demandé en mariage. Et à la suite de ça, c'est une femme qui a été pour moi, et on ne le dit pas assez souvent, durant les premières années de révélation, ça a été traumatisant. Et on oublie de dire, ça a été un traumatisme. Le prophète, du coup, paix et bénédiction sur lui, ne savait, il doutait de lui-même. Il ne savait pas, il avait l'impression de devenir fou, il ne savait pas ce qu'il vivait. Et c'est cette femme-là qui l'a soutenu quotidiennement pour lui dire « Crois en ta destinée. C'est difficile, mais je suis là pour t'épauler et on va vivre ça. Tu as été élu. » Et elle lui a répété, en fait. Quand lui doutait, elle lui a dit « En fait, tu as été élu pour nous guider. » Et ça a été la première à croire en lui et à vraiment croire en lui. Et on sait à quel point, et on en a parlé déjà encore avant, à quel point la notion de croyance et de confiance est importante pour nous pousser à aller au bout de nos destinées. Et après ça, elle a encore été un soutien. Pour moi, c'est incroyable. Elle a été entrepreneur, mère de famille, juste une épouse qui a permis à cet homme qui aujourd'hui est un modèle pour nous de croire en lui et d'aller au bout de sa destinée. Mais elle a été, on sait, après, on connaît l'histoire de quand il y a eu l'embargo contre les musulmans à la Mecque. C'est cette femme qui a utilisé sa fortune et qui a, du coup, clairement, qui a été mécène. C'est elle qui approvisionnait de manière clandestine les premiers musulmans et musulmanes pour qu'ils puissent se nourrir. C'est elle qui a financé les premiers voyages et les premières expéditions. Donc, c'est de se dire, en fait, que, et c'est très, la manière dont je vais le dire, pour moi, c'est sans aucun préjugé, c'est de se dire que si aujourd'hui, on est des milliers, on est très nombreux et très nombreuses à se revendiquer musulmans et musulmanes et à suivre du coup le message qui nous a été envoyé par le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est que c'est aussi, si justement un berger a pu devenir ce qu'il a été, ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette femme. Et ça, on ne nous le raconte pas assez suffisamment. Ouais. On oublie en fait la prédominance et le rôle qu'elle a joué, et on oublie certainement pourquoi notre Seigneur, notre Créateur l'a mis sur sa route. Cette femme-là, elle a été un élément moteur en fait dans la vie de celui qui est pour nous un modèle aujourd'hui. Et pour moi, cette femme-ci, intrinsèquement, qui a permis d'alimenter ce modèle, est mon modèle. Mais sur tous les niveaux, sur le niveau spirituel, sur le niveau religieux, sur le niveau
c'était une businesswoman, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair qu'elle va contre tous les préjugés Mais actuels. ouais, La femme ouais, qui est plus âgée, mais oui. qui Elle demande la était main, mariée, enfin, elle s'était déjà entrepreneuse. mariée, Ouais. elle avait des enfants. Enfin, ça paraît surréaliste. Mais c'est ça pour nous. Enfin, c'est ça en revenir à la source quand je te dis, si ces femmes, elles ont existé, alors, et en plus, elles ont été contemporaines du prophète, paix et bénédiction sur lui. Si ces femmes ont existé, quid, en fait, ben, tu sais, c'est la question que je posais souvent à chaque fois quand j'ai lancé Powerhouse Story, c'était que serait l'islam aujourd'hui si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées? Mhm. Que serait l'islam aujourd'hui et quelle serait la place des femmes musulmanes aujourd'hui si toutes ces histoires n'avaient pas été oubliées? Ben, je repose la question. Et puis, ben, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Enfin, pour moi, bref. Voilà, voilà, tu vois. Non, je comprends très bien. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est quelque chose qui a été peut-être délibérément peut-être délaissé, oublié dans nos Délibérément ou sociétés. pas? Moi, je dirais délibérément ou pas, peut-être. Peut-être Mm. pas. Ouais, peut-être pas. Du coup, je voulais revenir un petit peu rapidement sur... parce qu'en fait, tu as commencé à être très impliqué de manière associative pendant tes études en licence et en Ouais, master, c'est ça, hein. Euh, est-ce ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu fais pour grandir en confiance, malgré être sûrement que tu as été l'une des seules ou la seule dans ta classe, tu sais, à l'ENS ou à HEC, Mm. euh, maghrébine, musulmane, avec le voile. Comment tu as pu grandir ta confiance et ta confiance en toi? Alors déjà, juste pour remettre, alors effectivement, du coup, j'ai bien fait un master à l'ENS. À HEC, c'est différent parce que c'était essentiel. En fait, c'était comme je disais, c'était à travers le programme Ticket for Change. Ouais. Donc, j'étais pas vraiment étudiante à HEC, mais j'étais accompagnée en fait dans un dispositif un peu plus global. Alors, comment on fait? Franchement, on se rend compte que c'est pas une évidence, hein. C'est pas une évidence dans le sens où et je pense que ça a été encore plus marquant à l'ENS parce que je faisais face à des personnes qui n'avaient pas conscience des... Et c'est ça qui est fou parce que c'est des personnes qui aujourd'hui, on peut se le dire, occupent des rôles un peu stratégiques d'un point de vue institutionnel. Ils Mm. n'avaient pas forcément conscience des inégalités sociales. Je m'en souviens d'une discussion que j'avais. On était à la cafétéria avec des camarades de ma promo. Et je commence à parler justement des inégalités sociales, etc. Et de la difficulté, en fait, quand on est issu notamment de l'immigration et de milieux populaires, à accéder à ce genre d'écoles, notamment. Et donc, j'étais en train de souligner les privilèges qui étaient les privilèges des normaliens, à savoir, ils sont payés, ils ont un appartement, ce qui est inimaginable en fait pour moi j'étais boursière, hein, boursière échelon 6, genre le max, tu vois, je suis Ouais. issue du milieu populaire, donc bref, autant te dire qu'on n'avait pas les mêmes réalités de vie, quoi. Et Mm. donc je commence à aborder ce sujet et ça commence à devenir conflictuel dans le sens où oui mais nous on a travaillé pour obtenir ça, on a travaillé durement, et là il y a une de mes camarades qui me dit non mais tu te rends pas compte, moi aussi on a tous des difficultés, moi je suis de Toulouse, j'ai un accent toulousain, et c'est super difficile d'avoir un accent toulousain, tu te rends pas compte, pour moi ça a été un combat d'arriver ici avec mon accent toulousain. Et là je me suis dit ah ouais, waouh, enfin, tu vois le délire, quoi. Et Ouais. là, je me suis dit, en fait, je crois que je vais m'arrêter là parce que juste, on peut pas avoir la même perception des choses. Mais ça montre aussi à quel point c'est fort, quoi. C'est fort dans le sens où tu te dis que c'est des, tu sais, on passe ton temps, enfin, nos profs, etc., passent leur temps à nous répéter qu'on est l'élite, blablabli, blablabla, qu'on représentera notre pays. Bref, on nous forme au discours, quoi. Et donc là, si tu te dis, en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas compris la base de ce qu'est une inégalité sociale réellement et des difficultés auxquelles font face une frange de la population, on est mal. On est Mm. mal. Ouais. Donc ouais, pour moi, ça a été un peu, en même temps, ça a été de très belles années parce que le savoir qui m'a été offert a été un très, enfin, j'en suis reconnaissante et j'ai, on va dire, plein de gratitude à ce sujet. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'en vouloir à l'institution et notamment à l'école
de pas être assez déconstruit sur toutes ces questions-ci. Je me souviens aussi, tu sais, c'était ma dernière année en master dans cette école, c'était l'année où il y a eu les attentats. L'année où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Donc forcément, on était deux dans ma promo. On était deux, on va dire, issus de l'immigration. Un jeune homme qui était d'origine franco-pakistanaise et moi-même qui était du coup franco-tunisienne, algérienne. Et donc, on avait souvent des séminaires. Et on travaillait, du coup, je faisais de la géographie, notamment géographie militaire et géopolitique. Donc, on avait souvent, il pouvait arriver qu'on avait des stages sur des bases militaires. Et pour y aller, pour pouvoir participer à ces séminaires, on faisait en gros tout ce qui était du geo-intelligence. En gros, on faisait de la lecture d'images satellitaires, ce genre de choses durant ces stages, et c'était sur des bases militaires. Pour pouvoir y accéder à ces stages, il fallait, en gros, ils faisaient un contrôle pour savoir si on était secret défense. Ces stages, dans notre promo, donc on était à peu près 25 élèves, il y en avait tout le temps 2 qui ne pouvaient pas participer. Je te laisse deviner qui étaient ces 2 élèves, à savoir moi et mon camarade de classe. Et quand on se rapprochait des profs et qu'on demandait pourquoi, on n'avait pas de réponse. La seule réponse, c'était de nous dire que on n'était pas secret défense, quoi. Donc tu grandis dans un contexte où tu te dis, en fait, je suis élève d'une promo, où en fait, et ces stages, ils sont longs, hein, c'est des stages d'une semaine. Hein. Donc tu te dis, en fait, quid de l'égalité, quoi. Il y a un moment... Et ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant parce que ça revient aussi à Sciences Po. Je sais que j'ai d'autres amis qui ont vécu ces mêmes choses à Sciences Po. Donc, tout de suite, en fait, t'es stigmatisé et mis de côté, quoi. Donc, voilà. Et puis, ouais, c'est dur. Et puis, ouais, donc on fait face à des réalités discriminantes au quotidien. Et j'en reviens, aux attentats de Charlie Hebdo, puisque mon papa est imam. Et durant ces mêmes attentats, on a eu la vague de perquisitions, on va dire, on a eu, je dirais même une rafle de perquisitions. On a beaucoup de monde qui ont été, de musulmans et musulmanes qui ont été perquisitionnés sans trop de raison. Et au final, on se rend compte que sur l'ensemble des perquisitions, il y en a eu, je sais pas, 1% ou 2% qui ont dû aboutir. Et donc, on a une perquisition chez nous assez violente, qui est très marquante pour mes petites sœurs, notamment qui étaient très jeunes à l'époque. Bon, au final, ça n'aboutit sur rien, hein, mais bon, ça marque quand même les esprits. Donc, je ne sais pas comment un de mes profs en est informé, un de mes profs à Normal Sup, et qui du coup, en plein cours, me questionne sur le sujet en me disant que de toute façon, si on aborde la question des perquisitions, et il dit de toute façon, si perquisition il y a, c'est nécessairement qu'il y a un doute. Les gens le gouvernement fait son travail et on a forcément quelque chose à se reprocher, entre guillemets. Et puis, il me regarde et il me pose la question en me disant « Atika, quel est ton sujet ? Quelle est ton opinion sur le sujet ? On aimerait bien avoir ton ressenti. » Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément... C'est pas forcément... Et pour le coup, je pense que l'école en question, et je le répète, c'est une école qui m'a beaucoup apporté, mais on est dans un schéma où certains individus, pas tous, sont tellement peu déconstruits qu'ils ne se rendent même pas compte en fait de la violence de leurs propos. Voilà un peu comment ça se passe. Mais sinon, c'est aussi du positif, et beaucoup de positif, dans le sens où moi, je sais que lors de la remise, franchement, c'était le jour où j'ai eu ma remise de diplôme, de voir la fierté de mes parents, et mon père et ma mère qui étaient présents dans la salle, c'était, tu te dis, petit à petit, on vient aussi chercher nos... on vient là où on ne nous attend pas, et en fait, on occupe les places qui de droit nous sont aussi ouvertes. Mais voilà, c'est pas forcément une évidence, mais on peut le faire, et on sera de plus nombreux et nombreuses à le faire, Inch'Allah. Mais du coup, toi, avec ton diplôme, c'était un diplôme assez prestigieux, mais on t'a tout de suite, les portes ont été assez rapidement bloquées. Est-ce que tu penses que ce genre de formation, les portes sont bloquées après, il faut mieux les éviter? Je pense pas. Moi, je pense pas, parce que c'est des formations qui sont quand même super intéressantes et importantes, et je pense qu'on doit occuper ces places-ci.
Moi, j'ai fait le choix finalement aussi de pas. Je pense que j'aurais pu, hein, par un autre biais, faire de la diplomatie peut-être dans un autre pays ou ailleurs, parce Mhm. qu'on peut pas. Ou alors tout simplement faire de la diplomatie, mais pas forcément pour en tant que représentante de, de, de l'État, disons. Mhm. Mais disons que je pense qu'il faut vraiment occuper. Si c'est quelque chose qui vous anime, en l'occurrence, je parle à ceux et celles qui nous écoutent, il faut aller au bout de ses rêves et de ses passions. Et après, sur le coup, disons que sur le coup, je me rends compte que j'ai peut-être pas insisté autant que je l'aurais dû, mais il faut partir du principe que euh, si la porte elle est fermée, il faut passer par la fenêtre, quoi. Faut trouver les alternatives Un autre parce chemin. que voilà. On arrive à la fin du podcast, du coup, Atika. Une des dernières questions que j'ai à te poser, qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps? Parce que du coup, tu es mère, tu es femme, tu travailles, du coup, tu es actif dans le milieu associatif. Mm. Comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? Alors du coup, après ça c'est pour moi c'est un peu c'est une il faut parfois c'est de dire qu'une petite action répétée, par exemple une petite action d'une heure répétée quotidiennement, a plus d'impact que 15 heures de travail une fois par mois. Donc ça demande peut-être de s'organiser et de trouver des petits moments rituels où on prend le temps d'avancer et de rester focus sur son sujet. Et puis après, je pense surtout que il faut pas trop se mettre la pression et aussi apprendre à s'écouter. Typiquement, j'en reviens sur mon livre, hein. Mon livre, j'aurais aimé qu'il sorte en mars dernier. Je voulais qu'il sorte pour le mois de Ramadan. Bon, entre-temps, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille. Très honnêtement, durant mon congé maternité, je me mettais la pression pour réussir à écrire. J'avais beaucoup de mal à écrire. Et du coup, il faut aussi parfois apprendre à s'écouter et se dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais aller au bout. Et je vais aller au bout en m'écoutant et en me respectant aussi. Je pense que la bienveillance envers soi-même, c'est une notion qui est primordiale. Donc pour moi, s'il y a deux notions qui seraient primordiales, c'est de se dire euh, commencer petit et voir grand en étant régulier. Et Mhm. puis la deuxième chose, c'est être bienveillant avec soi-même et savoir s'écouter. Parce qu'il y a une période, et notamment une période durant mes années militantes où je faisais pas ce travail-là et où psychologiquement, en fait, ça devient très dur quand on est exposé sur des sujets assez compliqués comme ceci. Parfois, il faut savoir s'écouter et savoir être bienveillant avec soi-même pour pouvoir perdurer dans le temps et non pas se tirer une balle dans le pied, quoi. En termes d'efforts, c'est quoi l'effort que tu dois mettre en place pour gérer tout ça? En fait, moi, après, ça c'est. Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir Enfin, j'ai la chance, j'ai envie de dire. En théorie, ça devrait être la norme pour l'ensemble des femmes, mais moi, j'ai vraiment, et je leur dis, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient qui me soutient qui est juste, on a organisé notre quotidien de manière à ce que lui comme moi puissions aller au bout de nos projets et de nos rêves. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une fille, mais on a une fille et c'est notre fille à tous les deux. Donc on, on se répartit vraiment la charge de travail et pour tout le reste, j'ai envie de dire, sur le domaine du personnel. Ensuite, effectivement, c'est vrai que ce soit lui comme moi, on a un peu nos rituels. On est un peu des adeptes des routines, des morning routines, on va dire. Donc, Mhm. déjà, effectivement, lui comme moi, on se lève beaucoup plus tôt. Généralement, lui se lève à 5 heures, moi un peu plus tard, un peu plus à 6 heures. Et du coup, ça nous laisse le temps le temps que notre fille dort, avant de commencer nos journées, de travailler sur nos projets euh, personnel. Et puis après, effectivement, sur les soirées et les week-ends, quand on prend aussi ce temps-ci pour avancer. Et si l'un veut avancer, l'autre s'occupe de la petite, etc. Donc ça demande un certain équilibre de vie. Et ensuite, voilà, de mettre en place des petites routines et des habitudes spécifiques pour pouvoir gérer ça au mieux.
D'accord. En tout cas, c'est possible. si possible. Avec bienveillance envers soi-même. Cool. Est-ce que tu aurais un livre ou une référence à recommander à Alors, nos est-ce que j'aurais auditeurs? un livre ou une référence à recommander? Ouais. Alors, pour le coup, c'est un livre qui n'a rien à voir, parce qu'on a fini en parlant de gestion de projet, comment on va au bout de ses projets, etc. Il y a un livre pour moi qui m'a juste énormément inspiré et qui m'a appris à gérer mon temps différemment, que ce soit et à être plus productive, que ce soit au travail ou dans mes projets personnels. C'est un bouquin, alors pour le coup, je ne sais pas s'il est traduit en français. C'est un bouquin qui s'appelle One Thing. C'est un livre qui est juste incroyable de Gary Keller. Et en gros, c'est un peu une méthodologie qui est offerte sur la gestion du temps, la productivité. Bref, pour moi, ce livre, enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Non, je l'ai pas lu là. Je cherche Ah, sur The One Thing. C'est The One Thing. Hein. The One Thing, c'est ça. Ouais. Ok. Et Bah, je regarderai c'est, s'il est en je français. ne sais pas s'il En existe en général, français. les best-sellers, ils sont traduits, à moins qu'ils soient super récents. Ah non, il a Ben, 2012 quand même. ouais, mais après, ça fait pas. Ouais, c'est un best-seller, mais il est incroyable ce livre. Si, il est en français, ouais. Passer à l'essentiel en français. Donc, ouais, je le mettrai en description. Ok. Donc, Super. ouais, c'est pas forcément un livre, je pense qu'on a déjà. Il faut parfois, quand on est militant, il faut savoir aussi revenir à l'essentiel et se doter d'outils qui nous permettront d'être encore plus efficaces. Et c'est vraiment pour ça que je partage ce livre et non pas un livre. J'aurais pu parler de Fatima Mernissi, j'aurais pu parler de Asma Al-Mrabet, des livres qui m'ont aussi marqué en tant que femme musulmane. Mais pour Mhm. moi, j'ai envie de dire, si on veut vraiment aller au bout de nos projets, il faut déjà qu'on se construise des bases solides. Et Ouais. pour moi, ce livre, ça a été ma base. Ok. Écoute, Atika, c'était super intéressant, notre échange. Merci à toi, Je un te grand remercie merci. beaucoup. Si quelqu'un a une question à te poser, est-ce que tu as une adresse mail Oui, sur laquelle on peut te contacter? oui, eh ben je te enfin, soit je te la transfère par. Ouais, tu me la transféreras et puis je la mettrai en description. Ok, nickel. Ouais. Et on peut suivre aussi tes projets, donc Power Exactement. Hour Stories sur la page Facebook, j'imagine. C'est ça, Powerhouse Ouais. Stories sur Facebook. La Lab, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et consulter notre magazine où l'on poste quotidiennement. Mhm. Et puis ben, pour tout le reste, ben, voilà, le livre sera mis en avant sur Powerhouse Stories, mais aussi sur la Lab, les filles continuent à me soutenir au quotidien ce sont de vrais moteurs et je leur adresse ici. Merci à toi de m'en donner l'opportunité. Un énorme merci et un énorme bravo pour tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles m'apportent. Voilà. Super. Écoute, Atika, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Merci, à très vite, Inch'Allah. Salam Bonne alaikum. journée à toi. Alaykoum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.